nous accompagner une bonne partie de la semaine. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour ce journal de la mi-journée. Au sommaire, ce midi, la suite des inondations de ce week-end. L'heure est à l'évaluation des dégâts. Nous irons dans la Combe de Savoie. Les agriculteurs sont en plein désarroi. Et puis nous filerons en Italie, nous replonger dans l'ambiance Dolce Vita avec Fabrice Yegard. Nous embarquerons dans l'AP, le fameux triporteur, version utilitaire du célèbre Vespa. Et tout de suite, un coup d'œil sur la météo de cet après-midi. Le temps devient plus sec, le soleil perce même parfois sur les plaines et les vallées. Le vent de sud apportera de la douceur avec des températures situées entre 19 et 25 degrés. Et l'on débute donc avec les images de la rivière l'Isère à Grenoble. Ce matin, la rivière a atteint son plus haut niveau depuis 2001. Le niveau est de nouveau monté cette nuit, mais la décrue est amorcée maintenant. La rivière restera néanmoins sous surveillance pendant quelques jours. Vous le voyez, les voies sur berge sont toujours fermées. Les embâcles sont nombreux sur les rives. Il faudra quelques jours sans doute pour les dégager. Dans les Savoies, tout d'abord, la situation très tendue ce matin dans la vallée d'Abondance, en Haute-Savoie, coupée de la France. L'accès se fait par la Suisse en raison de la crue de la Drance. Et l'on apprend ce matin que les élèves du collège du Val d'Abondance sont confinés dans leur école. Le Val d'Arly notamment est encore sous surveillance. 300 mètres de route ont été arrachés, emportés par les eaux dans les gorges de l'Arly. Et les prairies ont aussi été noyées. C'est notamment du côté de Flumé. Et là, c'est une base de loisirs notamment qui a été aménagée, qui a été dévastée. Dans la plaine d'Aiton, les terres agricoles ont été envahies par les eaux. Un éleveur déplore d'ailleurs la mort de quelques moutons noyés. Et à terme, les pertes risquent d'être lourdes pour les agriculteurs. Si la décrue ne s'opère pas, les jeunes plants seront asphyxiés. Des exploitants dans le désarroi. Le reportage de Marion Feutry et Bernard Portugal. En parcourant sa parcelle encore gorgée d'eau, Laurent Lison est amer. C'est ici que cet éleveur a perdu des bêtes ce week-end. Samedi, l'eau est montée si vite que ces 250 moutons se sont retrouvés pris au piège. On les a retrouvés sous ces arbres là-bas, donc perchés, et entourés d'eau, du canal. Et puis de ce côté où il y avait 1 mètre d'eau, à des endroits plus, il y avait peut-être 1,20 m d'eau. Bilan, une bête retrouvée morte, une trentaine d'autres encore disparues. Et une question pour cet éleveur, combien cela va-t-il coûter ? Cet agriculteur n'est pas le seul à subir les conséquences des intempéries. Dans les champs, céréales, pommes de terre, oignons refont à peine surface après avoir été littéralement engloutis. Sur cette exploitation, les récoltes de maïs sont compromises. Il faut que l'eau s'évacue rapidement de façon à ce qu'il ne s'asphyxie pas. Bon, l'appartement, il va jaunir, il va perdre en vivacité. Et puis les emplacements où c'est bien inondé, il va pourrir. On le voit des endroits, déjà on ne le voit plus là. Je pense qu'il y a des parties, ça va se sauver, d'autres parties non, quoi. L'origine de ces inondations se trouve à plusieurs centaines de mètres, l'Isère. Avec les fortes pluies et la fonte des neiges, la rivière est sortie de son lit pour la 3e fois en 20 ans. La digue, installée en 2001, n'a pas suffi à retenir l'eau. Et cette digue, elle aurait dû être déjà beaucoup plus haute, de façon à canaliser de ce côté, ou alors à empêcher que l'Isère revienne de ce côté, quoi. Quand ils l'ont construit, on avait demandé à ce qu'ils la remontent. Elle n'a jamais été remontée. On nous a dit ça suffit largement, quoi. Et ça, c'est quand même la cause de l'inondation dans les terres. Construire une nouvelle digue, curer la rivière, voilà ce que réclament les agriculteurs d'Aiton. Si rien n'est fait pour protéger leurs terres durablement, ils n'excluent pas de monter au créneau. La mobilisation des militants antinucléaires ce matin à Grenoble, une dizaine de membres du réseau Sortir du nucléaire célébraient le 29e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Leur but était de rappeler les dangers de la radioactivité et de l'activité nucléaire. Postés sur la presqu'île scientifique, ils attiraient notamment l'attention sur la présence du réacteur de l'Institut scientifique Lahaut-Langevin. On écoute un de leurs représentants. On est peut-être la seule ville au monde à avoir le triste privilège d'avoir un cœur nucléaire, c'est-à-dire le cœur de l'ILL, qui est bien entendu à des fins scientifiques, qui a une faible puissance, mais qui évacue quand même des rejets radioactifs liquides et gazeux, par exemple le tritium,
qui, de l'avis de politiques comme Christian Bataille ou de Toubib comme Abraham Béhar, considèrent que ça va être la plaie actuelle au niveau radioéléments radioactifs. Et ce tritium, pour les habitants de Fontaine, de la presqu'île, de Grenoble, avec les vents dominants qui sévissent ici, tous les jours, on peut en absorber dans l'air et dans l'eau. Elle avait promis de revenir, promesse tenue aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem. La ministre de l'Éducation est accompagnée par la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Elles rencontreront cet après-midi les familles des jeunes victimes de l'ancien directeur d'école, présumé pédophile, pour leur présenter les conclusions de l'enquête administrative. Les deux ministres devraient faire des annonces cet après-midi lors d'un point presse à la préfecture de l'Isère. Retour sur cette affaire avec Nathalie Rapuc. Le 24 mars dernier, les parents de l'école du Mas de Lara à Villefontaine apprennent la terrible nouvelle. Le directeur de l'école aurait agressé sexuellement au moins 3 enfants. Ce qui s'est passé, c'est atroce. Il y a des familles entières qui sont détruites. C'est un quartier complet qui est ébranlé. Très vite, le nombre de plaintes à l'encontre du directeur se multiplie et s'étend même à d'autres communes. En effet, l'instituteur a enseigné durant 3 ans aux Avenières, puis 2 ans à Saint-Clair-de-la-Tour, avant Villefontaine. Pourtant, en 2008, l'instituteur avait été condamné pour recel d'images à caractère pédopornographique. Personne ne comprend que l'homme ait pu continuer dans l'éducation nationale. Le mec, il a pris 6 mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Le mec, on l'a laissé dans l'éducation nationale. On l'a laissé, dans le corps enseignant, on l'a laissé. Vous avez vu ça où? À ce jour, une trentaine de plaintes a été déposée à l'encontre du directeur présumé pédophile. L'affaire de Villefontaine a permis de faire remonter d'autres cas en France. Des condamnations d'enseignants n'avaient pas été transmises à l'éducation nationale. Jean-Pierre Barbier, député de l'Isère, vient de déposer un projet de loi visant à contrôler le casier judiciaire des fonctionnaires à chaque mutation. Justice toujours avec le renvoi devant la cour d'assises de l'Isère du meurtrier présumé de la petite Saïda Berche. C'était en 1996 à Vorep. L'homme aujourd'hui âgé d'une 40aine d'années pourrait comparaître d'ici la fin de l'année. Il avait été confondu par son ADN en 2013, 17 ans après les faits. Social avec cette décision du conseil départemental de l'Isère qui fait bondir la mairie de Grenoble. La nouvelle majorité du conseil départemental a décidé de ne plus financer un site d'hébergement d'urgence au Rondeau. Une décision mal vécue du côté de la ville de Grenoble et du CCAS à l'heure où le site accueille 28 ménages en grande précarité. Plus d'informations sur notre site internet alpes.france3.fr. Nous partons maintenant pour la Centrafrique retrouver les chasseurs alpins du 7e bataillon de Vars. Vous le savez, malgré la polémique et les suspicions de viol, l'armée française continue là-bas son travail. Le forum de Bangui s'ouvre aujourd'hui. C'est une étape politique essentielle pour la reconstruction du pays. Un rendez-vous crucial sécurisé par les militaires basés en Isère. Jordan Guéant et Maxime Kemener les ont suivis sur place lors de la préparation de cet événement. Dimanche dernier, 8h du matin, le lieutenant Nicolas prépare sa patrouille du jour. Toutes les patrouilles désormais doivent être l'occasion de faire ce qu'il appelle de la persuasion insistante auprès de la MINUSCA. Concrètement, il faut aller les voir, discuter avec eux comme vous avez fait hier. Et puis les rassurer quant au forum de Bangui, leur dire qu'on travaille avec eux. Préparer, sécuriser le forum de Bangui, ce rendez-vous politique crucial en appui à la MINUSCA, la force de l'ONU. Voilà l'une des missions des chasseurs alpins en Centrafrique. Il y a eu une phase où on était devant, on était en premier rideau. Ensuite, la MINUSCA nous relève, vous êtes arrivés. Maintenant, voilà, on vous transfère toutes les consignes de la meilleure manière possible. Dans un pays désormais plus apaisé, l'heure de la reconstruction politique est arrivée. Ce lundi, la capitale centrafricaine accueille donc le Forum national. Charge à lui de sceller la réconciliation entre les factions, de mettre sur pied un calendrier politique, une étape essentielle préparée sur le terrain par les chasseurs alpins. Lieutenant Nicolas, tout se passe bien? Il y a des groupes de la MINUSCA qui passent de temps en temps ici ou pas? Oui. Bon, bientôt le forum? Oui. C'est important ou pas? C'est important, pas ouais, c'est important. C'est par rapport à notre pays. Ouais, c'est ça. Là, on rencontre une bonne mobilisation, j'allais dire morale, de la population vis-à-vis du forum, qui attend vraiment que ça réinstaure la paix en Centrafrique. Une étape commencée depuis plusieurs mois. En février, les militaires grenoblois ont d'abord été déployés dans le nord. 7 semaines de mission pour réinstaller un embryon d'administration. C'est un symbole important de revoir un préfet se réinstaller dans une préfecture.
C'est un symbole important de revoir des forces de sécurité intérieure œuvrer à leur côté pour assurer une sécurité de proximité. Si tout se passe bien, le forum de Bangui débouchera sur une présidentielle en octobre. Quant à la MINUSCA, avec ses 12 000 hommes venus de 10 pays, elle prendra à terme le relais de l'armée française. Ici, en Centrafrique, ce forum de Bangui est donc perçu comme une étape cruciale dans la reconstruction du pays. Pour la France, c'est aussi un signal positif, celui du désengagement. Il y a aujourd'hui 1700 militaires sur cette base de Mpoko. Ils ne seront plus que 800 à l'automne. Les 242 chasseurs alpins de Grenoble, eux, ne seront d'ailleurs pas relevés lorsque leur mission s'arrêtera, vraisemblablement fin juin. Preuve que cette mission de sécurisation sera alors bel et bien accomplie. Allez, on prend maintenant un bol d'air avec l'équipe de Midi en France. Elle a pris ses quartiers cette semaine sur les bords du lac Léman, à Thonon-les-Bains. On retrouve tout de suite l'animateur vedette de l'émission, Laurent Boyer, avec notre chroniqueur montagne de France 3, Laurent Guillaume. Bonjour à tous les deux. Alors, petite cure de jouvence cette semaine pour l'équipe. Salut Jean-Christophe, merci de nous recevoir déjà, merci beaucoup de nous recevoir. Écoutez, oui, c'est une cure de jouvence parce que alors là, on est entre nautisme et montagne. On a notre Laurent Guillaume, notre spécialiste montagne, moyenne montagne, vous avez dit c'est le meilleur sur les antennes de France 3 dans toute la France, donc les précisions sont là. Et on prend beaucoup de plaisir à être ici, hein. C'est un site qu'on attendait à faire. Les berges françaises du Léman, crois-moi, on les attendait, hein, Laurent. Et oui, ce Léman, vous le savez, dans notre région qui est franco-suisse. Mais moi, dans l'émission, je vais vous emmener un peu en montagne parce qu'on est dans le Chablais ici. Et le Chablais, c'est une montagne vivante où il y a plein de choses à faire. Et Thonon, eh bien, on va parler de cette ville qui est partagée entre les eaux, l'ambiance marine, hein, ouais, presque méditerranéenne, et puis sa montagne. Ouais. Et alors, vous savez que l'émission, eh bien, tout à l'heure, à 13h30, on enregistrera l'émission de mercredi. Et à 15h, l'émission de jeudi. Grande séance de dédicace à l'issue. Ici, regardez, devant le port. Les Thononnais sont venus très nombreux ce matin. Ils peuvent venir encore. Demain matin, on sera là évidemment à 10h50 en direct. Et à 13h30, on enregistrera l'émission de vendredi. Qu'ils viennent soutenir leur ville. En tous les cas, on est remarquablement accueillis ici. Et toute l'équipe est ravie d'être là. C'est votre père de Lolo, donc reporter ici à Thonon-les-Bains pour vous, Jean-Christophe. Merci beaucoup à vous deux, les deux Laurent. Et donc, je rappelle les horaires, hein, de Midi en France. C'est à tous les jours à 10h50. On passe maintenant de l'autre côté du tunnel du Fréjus avec vous, Fabrice Égard. Bonjour. Merci. Merci à vous. Merci à vous. On fait donc maintenant un tour d'horizon de l'actualité italienne et on commence avec le lancement mouvementé de l'exposition universelle de Milan. Oui, en tout cas, Jean-Christophe, pas mouvementé à cause des traditionnelles manifestations syndicales du 1er mai, plutôt discrètes chez nos voisins aussi. Non, l'événement de ce 1er mai 2015 aura été, vous l'avez dit, l'ouverture de l'exposition universelle de Milan. 6 mois de manifestation où chaque pays du monde est invité à montrer son savoir-faire en matière d'alimentation. Nutrire il mondo, nourrir le monde, c'est en effet le thème retenu pour cette expo milanaise, d'où les images de la cérémonie d'ouverture que vous voyez autour du symbole de l'expo, l'arbre de vie. Mais ce que l'on retiendra aussi de ce premier jour, ce sont les files d'attente, mais surtout les affrontements qui ont eu lieu dans les rues de la ville. Les no-expos, comme on les appelle, ont frappé. Bilan 11 blessés, 10 arrestations tout de même. Mais ces débuts difficiles ne devraient pas faire fuir les visiteurs à venir. On en attend 20 millions dans la capitale lombarde d'ici à la fermeture de l'expo. En Suisse, Fabrice, la ville de Lausanne qui s'inquiète du penchant de sa jeunesse pour la bouteille. Oui, alors d'après une étude très sérieuse, ce serait 8% des jeunes Suisses de 15 ans qui consommeraient régulièrement de l'alcool, d'où la réaction des autorités du canton de Vaud qui alertent les parents par des courriers envoyés dans les foyers notamment, mais qui alertent les jeunes aussi, évidemment, les principaux concernés. Le moyen choisi, vous le voyez, c'est cette vidéo baptisée d'un slogan bien dans le ton de ces messages sur smartphone dont s'abreuvent les ados. Pote bourré égale pote en danger. Une façon d'inciter les jeunes à s'auto-surveiller et surtout à ne pas laisser seul dans la rue un camarade en état d'ébriété. Voilà, vous voyez le slogan. Retour en Italie à présent pour une balade à dos d'abeille en 3D, non pas en 3D images, mais en 3 roues. Regardez, reportage signé Didier Albrand pour les images et François Hubault pour le montage. Dès qu'il entre dans ce square, le bourdonnement de l'ape suffit comme par magie à couvrir tous les autres bruits d'insectes des arbres environnants, mais pas les cris de joie des enfants. 400 cm3 sous le capot de cette abeille, ape en italien. Mais surtout, un nectar entre ses pattes, ou plutôt ce pollen dont les bambins italiens font leur miel, i gelati, les glaces.
Aujourd'hui, c'est la fête, les enfants sont toujours contents de nous voir. Elle fait son petit effet, votre abeille. Ah oui, elle attire beaucoup de monde, c'est un véhicule sympa. C'est quel goût? Chocolat. Parce que c'est bon. La maîtresse nous a amenés au parc et lui, là, dans l'abeille, il nous a offert des glaces. Un cadeau pas tout à fait gratuit en fait. Pour le glacier propriétaire de cette abeille à Gelati, faire tourner son insecte en ville vaut toutes les publicités sur papier glacé. Je ne devrais pas le dire, mais je pense que l'appe, c'est beaucoup plus efficace, c'est sûr. En plus, tout le monde la voit, donc même les enfants qui ne lisent pas ou les gens âgés, donc tout le monde peut reconnaître. Tout de suite, c'est une publicité immédiate, très efficace. Avant de devenir abeille des villes, les 3 ou 4 appes qui tournent dans les rues de Turin ont dû faire un stage au champ. Ici, à Leni, dans la grande banlieue de la capitale du Piémont, 2 frères mettent un point d'honneur depuis 6 ans maintenant à faire muter leurs abeilles. D'ouvrières en blouse grise qu'ils les achètent, ils les transforment en princesses des routes, en couteau suisse du street food, parés de robes chamarrées. L'AP est le véhicule de l'italianité par excellence. On en trouve partout dans le monde. C'est même l'un des utilitaires les plus employés. En Asie, en Inde, des millions sont encore en circulation. Et en Europe, on les redécouvre en ce moment, comme pour retrouver de vieilles émotions du passé. De vieilles émotions sur lesquelles David et Andrea ont misé après avoir senti souffler le vent de la crise sur la petite société fondée par leur père. Spécialisée dans l'aménagement de camions pour les vendeurs de marché, il leur a fallu convaincre un papa à l'origine plutôt rétif à l'apiculture. Je n'ai jamais conduit d'AP et j'aime pas les AP. Moi, j'aime seulement les construire, mais c'est vrai que c'est un beau véhicule qui s'adapte à tous les emplois, aux contraintes des maçons ou des ferrailleurs d'autrefois, comme à celles de tous ces vendeurs de nourriture ambulants en vogue actuellement. De marginal, la production d'AP est devenue en une poignée d'années principale. Avec une trentaine de livraisons chaque année, les reines des abeilles du street food ont essaimé au point de représenter aujourd'hui 80% du chiffre d'affaires de la petite ruche. 7 employés et un marché qui s'est ouvert à l'international, Pologne, Suisse, Dubaï, Chili, la petite abeille a désormais tout d'une grande. On doit calculer au plus juste l'encombrement de chaque appareil, de chaque meuble. C'est si petit un AP que l'on voit avec chaque client ce qui est faisable ou pas. Mettre un four à pizza dans un AP par exemple, ce n'est pas possible. Mais qui sait si un jour on n'arrivera pas à trouver une solution pour ça aussi. AP Polenta, AP Bar et même AP Sushi, grâce aux 2 frères, tous les goûts ou presque sont dans la rue. À Petite Abeille, rien d'impossible alors, demandez-lui la lune. Voilà le retour de la sobriété un peu en Italie. On reste en Italie pour une drôle de messe, Fabrice. Oui, avec de drôles de paroissiens, Jean-Christophe. Mais quelle mouche a donc piqué le curé d'Alessandria pour lui faire dire une messe à la mémoire de Benito Mussolini et des 300 000 morts de la République sociale italienne. Une messe annoncée, comme vous le voyez dans cet article de la Stampa, à grands coups d'affiche dans la ville. Une initiative qui a suscité, on sans doute, la stupeur des fidèles et aussi celle de l'évêque d'Alessandria qui dit ne pas avoir été consulté. Sinon, il aurait tout arrêté, a-t-il déclaré. Preuve que les nostalgiques du Duce, que vous voyez ici dans un film documentaire, ont toujours des relais dans la société italienne, car du nord au sud de la péninsule, c'est tout de même le 3e cas de messe célébré à la mémoire du dictateur. Allez, pour finir, Fabrice, on embarque sur le lac Léman. Oui, et pas sur n'importe quel bateau. On embarque sur la Vaudoise, une barque historique qui vient de retrouver les eaux douces du Léman après 6 mois de travaux dans un chantier naval dans les embruns salés de Brest. Tous ces bois ont été changés pour 1,5 million de francs suisses. Elle a été mise aux normes également avec des caissons étanches afin de pouvoir accueillir des passagers en toute sécurité. Fini donc pour elle le transport de marchandises pour le plus grand bonheur de la confrérie des pirates d'Ouchy qui regroupe tous ces amateurs marins d'eau douce. Évidemment, si ça vous intéresse, Jean-Christophe, le baptême est prévu pour le dernier week-end de mai. J'essaierai d'y être, ce serait intéressant.